Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, on vous propose de diversifier vos placements. Pourquoi pas investir dans le vin? Tous les conseils avec Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Vous êtes la directrice générale déléguée d'Idealwine.com, le marché du vin, un marché qui fascine, qui passionne, qui attire. Vous suivez de près, vous, les enchères sur le marché du vin. Comment ça se passe en ce moment? Comment les prix du vin évoluent-ils? Alors en mai, ils ont légèrement progressé encore, puisque l'indice général Windex qu'Idealwine calcule a progressé de 0,87% au mois de mai. Il est principalement porté par les vins de Bourgogne, et toujours la rareté des vins de Bourgogne, même si sur les 12 derniers mois, c'est plutôt Bordeaux qui tient la corde avec une progression d'un peu plus de 9%. Oui, un rattrapage sur Bordeaux, parce que Bordeaux avait accumulé un petit peu de retard quand même les mois précédents. Oui, un rattrapage et puis aussi une méthode de calcul qui avait fait rentrer dans l'indice des vins du millésime 2009, qui était un millésime valorisé à très haut niveau. Vous nous disiez au mois de mai, donc globalement les prix des vins ont augmenté d'environ 0,8-0,9%. C'est pas énorme pour l'investisseur qui cherche à doper sa performance, à trouver les meilleures bouteilles, réaliser le placement le plus rentable. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui? Quelles sont les bouteilles les plus prometteuse? Alors c'est vrai que ces indices en fait reprennent les valeurs, si on fait un parallèle avec le marché des actions, sont vraiment des valeurs pères de famille, puisqu'on parle des vins de Bordeaux, de Bourgogne et de la vallée du Rhône, et ce sont les grands classiques, les valeurs qu'on a d'ailleurs envie de mettre dans son portefeuille pour le sécuriser. Je pense par exemple à Pétrus qui figure dans cet indice, qui est le vin père de famille par excellence, puisque sa progression est régulière et douce. C'est pas une insulte, au fil des ans. Non, pas du tout. En revanche, effectivement, pour doper, pour donner un peu de sens et d'excitation à sa gestion de cave, c'est vrai qu'il faut partir sur des vins, peut-être justement ceux qui ne figurent pas dans l'indice. Je pense par exemple à des vins plus anciens, à condition de les choisir dans les grandes années du siècle pour que ce soit des années de longue garde. On a eu par exemple une caisse de Château-Aubryon en 1945 qui s'est vendue 30 000 € la semaine dernière, de 2 500 € la bouteille, donc un très beau niveau de valorisation. On a aussi, alors après il faut aller peut-être dans les autres régions. En ce moment par exemple la Champagne est un secteur extrêmement dynamique sur le marché des ventes aux enchères de vin, notamment sur les grandes cuvées millésimées, je pense à la maison Krug par exemple, ou aussi à des maisons plus confidentielles comme Selos ou Jackson, ou sinon la vallée de la Loire. Pourquoi pas la vallée de la Loire? Vous avez en ce moment sur Idealwine des bouteilles d'un Vouvray extrêmement rare, Vouvray Goutte d'Or, une cuvée qui n'est produite vraiment que très rarement. Là actuellement c'est le millésime 90 qui est en vente. Le millésime précédent produit était millésime 47, pour vous dire la rareté du vin. Donc c'est un vin qui s'était vendu lors de la dispersion de la cave de la Tour d'Argent et qui valait à l'époque, enfin il y a 3-4 ans, 300 €. Aujourd'hui il en vaut 450. Wow. Voilà, donc là on est vraiment dans l'extrême rareté et c'est ce qui est susceptible de doper une cave, à condition d'être quand même très pointu dans ses choix. Voilà, bien ciblé, mais là vous avez apporté des idées précises quand même de bouteilles dans lesquelles pourquoi pas investir. Alors justement, l'investisseur dans le marché du vin, il suit aussi les salons. Et il y a un salon important qui vient de fermer ses portes, c'est le salon Vinexpo de Hong Kong. Intéressant parce qu'on est sur le marché chinois, un marché chinois qui ralentit. Ça affecte d'ailleurs aussi les ventes de vin français en Chine, on imagine. Est-ce que les perspectives justement pour le vin français en Chine sont pas un petit peu moins dorées, un peu moins enthousiasmante qu'on aurait pu le penser il y a encore quelques mois, quelques années, même ce marché chinois qui ralentit? Est-ce que ça vous inquiète pour notre marché du vin? C'est un vaste sujet, c'est même un sujet de thèse, la question que vous me posez. C'est vrai que, d'ailleurs, cette question du marché chinois était vraiment au cœur des débats qui ont animé Vinexpo. Il faut dire que le marché chinois est devenu le premier pays consommateur de vin rouge au monde en 2013. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer, notamment pour un pays comme la France, qui est très fortement exportateur, un vrai Eldorado. Mais ce chiffre de premier consommateur doit être nuancé, parce que d'une part, 80% des vins qui sont consommés en Chine sont des vins chinois. Donc des vins produits sur place avec de très fortes incitations gouvernementales à développer le vignoble local. Je crois que la Chine en plus est en passe, si ce n'est déjà fait, de devenir le premier producteur mondial de vin. C'est son objectif. C'est clairement son objectif. Alors
80% des vins consommés sont chinois, et sur les vins importés en Chine, 80% sont des vins qui valent moins de 3 €. Donc, pour les vins français, c'est dire si la concurrence est en train de devenir féroce, parce que on parle souvent, et notamment ici, des très grands vins qui sont acquis par les amateurs chinois. On parle de Lafite, on parle de la Romanée Conti, mais ça représente des volumes absolument infimes au regard de ce qui est consommé réellement en Chine. C'est infime, c'est très important d'un point de vue image. C'est un vecteur d'image phénoménal pour nos vins et c'est extrêmement porteur pour l'ensemble de la filière, mais ça reste vraiment minime. Sur les vins à moins de 10, voire moins de 5 €, la concurrence de pays comme le Chili, l'Italie, l'Australie est aujourd'hui vraiment extrêmement difficile. C'est un secteur, aujourd'hui, une filière vin française qui a besoin d'être très soutenue pour continuer à progresser en Chine. Vous avez évoqué il y a quelques minutes la dispersion de la cave de la Tour d'Argent. On avait aussi vu l'Élysée. Et là, c'est le Lutetia qui vendait quelques pépites. Ça s'est passé comment et qu'est-ce que vous avez retenu finalement de cette vente? Alors, ça a été une vente qui s'est déroulée. Ce qui a été assez frappant, c'est qu'en fait, quasiment l'intégralité de la vente, à l'exception de quelques lots, enfin 5 ou 6 lots, n'ont pas été vendus. Mais donc, elle a rencontré un beau succès. Vous aviez de très grands... Enfin, c'était des grands classiques dans cette vente. Il n'y avait pas de vin, il n'y a pas eu d'enchère record qui a pu être enregistré parce qu'on avait des champagnes très classiques, on avait des grands Bordeaux classiques. Peut-être une chose notable, c'est le château Pavie à Saint-Émilion qui a dépassé très nettement sa cote, et c'est un vin, donc c'est un premier cru de Saint-Émilion qui a été récemment, lors de la révision du classement, il a été promu premier grand cru classé A. Donc c'est un vin qui aujourd'hui est très recherché. Ça se traduit. Ben voilà, la cave du Lutetia qui, elle aussi, a été dispersée et qui a révélé quelques petits trésors. Merci Angélique. Angélique Delangsin pour ce point sur le marché du vin, des idées. Vous avez apporté pas mal d'idées de bouteilles dans lesquelles investir. Angélique Delangsin, idealwine.com.